Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche. Ouais, donc moi c'est Wilfried Chevalier, j'ai 46 ans bientôt. J'ai commencé dans l'industrie, donc pas du tout dans le milieu de l'environnement. Mais moi je suis né, j'ai passé mon enfance à courir dans la ferme à côté. Je viens d'une famille où on faisait la cuisine aux cochons. Donc j'ai tout le temps baigné dans le jardin, c'est quelque chose qui m'a toujours séduit. Et puis quand je me suis retrouvé marié avec 2 enfants à charge, j'ai commencé à faire mon potager. Donc c'était un petit potager de 100 mètres carrés où j'ai commencé à faire des rangs. Mais tout de suite, sachant qu'il y avait des associations qui étaient possibles, j'ai commencé à faire de la culture en rang, mais avec des associations simples pour pouvoir tout simplement produire ma nourriture, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé le potager. En fait, la permaculture, c'est la suite logique de la culture en association simplifiée. Donc des rangs qui sont pratiques à exploiter, où on regroupe les plantes des associations très connues, comme des radis au pied des tomates, des carottes avec les poireaux, des œillets, tout ce qui est classique et extrêmement connu et qui fonctionne, qui permet de faire un jardin de façon simple. Mais n'étant pas du genre à me satisfaire de la simplicité, je me suis dit on est quand même vachement loin du modèle naturel. Donc si j'allais creuser un petit peu sur les associations, et en recherchant sur les associations, forcément je suis tombé sur la permaculture. Ouais, alors en cherchant sur ces vidéos, à l'époque, je dirais, j'ai eu la chance qu'il n'y avait pas encore trop de contenu pollué par les algorithmes qui remontent tout le temps plein de choses. Du coup, je suis tombé sur Emilia Haslip. Première vidéo, c'était une agronome d'origine espagnole qui a commencé l'agriculture naturelle, donc en synergie, dans les années 60 aux États-Unis. Donc ça remonte. Et elle était ingénieure agronome de formation, donc très curieuse, elle a fait plein d'expérimentations. Elle est venue habiter dans le sud de la France et a fait un jardin mandala, donc avec des buttes couvertes de paille. Et j'avais trouvé ça totalement différent, hyper intéressant. Donc j'ai commencé à gratter, puis de fil en aiguille, je suis tombé sur Geoff Lawton, un Anglais. J'invite les gens à aller voir la vidéo qui s'appelle Reverdir le désert 1 et 2. Dans la mer Morte, ils ont fait un jardin exceptionnel d'agrumes et de noisetiers, de dattes, de plein de choses. Sur un terrain qui avait une telle salinité, où normalement rien ne pouvait pousser. Et pourtant, ils ont neutralisé cette salinité avec la masse de déchets organiques des arbres. Et ils ont réussi, au bout d'1 an, à avoir des champignons dans un endroit où ils tombent, je crois que c'est 350 mm d'eau par an. C'est 35 litres au mètre carré. D'où l'expression reverdir le désert. Donc ça m'a scotché. Bien sûr, je suis tombé après sur Masanobu Fukuoka, le japonais. C'est l'inventeur de l'agriculture naturelle. D'ailleurs, je lui ai dédié ce livre parce qu'il nous a vraiment remis dans une posture d'humilité à observer la nature. Et sa technique, c'est la technique la plus économe en termes d'intervention. Il fabriquait des boulettes avec les graines dedans et il faisait comme ça la culture du riz, la culture de l'orge, du blé, notamment le blé d'hiver, mais aussi son potager. Et la culture d'agrumes aussi qu'il faisait sans taille. Donc il a vraiment exploré une ferme naturelle avec un niveau de philosophie, mais c'est christique comme démarche. C'est cette humilité, cette capacité à rester en retrait. C'est vraiment pour moi un exemple. Et ça ne s'est pas fait tout seul parce qu'il a eu des échecs au début en voulant laisser faire la nature sur des vergers de son père, des arbres qui avaient commencé à être taillés. Et il a voulu faire l'expérience de laisser faire la nature. Sauf que vu que les arbres avaient déjà été taillés, il a perdu plusieurs centaines d'arbres qui se sont entremêlés et qui ont développé des maladies et qui sont morts tout simplement. Donc ça a été un terrible échec et ça a été aussi une révélation. Ça lui a permis de comprendre l'erreur, de croire que un milieu qui n'est pas totalement naturel de base, si on le laisse faire, il ne va pas fonctionner correctement parce qu'en fait, il a déjà été perturbé. C'est vraiment, lisez les bouquins de Fukuoka, mais c'est pas pour se lancer dans le potager, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Au contraire, moi, il m'a fallu 10 ans pour bien comprendre certains ouvrages de lui, à étudier. D'ailleurs, j'ai fait une transposition
une transposition aussi des données qu'il évoque dans ses ouvrages, pour moi développer ma propre technique aussi. Je ne peux pas vraiment parler de savoir, je parlerai plus d'approche. Et mon modèle, c'est un croisement des différentes personnes qui m'ont influencé, forcément. On ne sort pas de nulle part. Donc là, Emilia Haslip qui m'a apporté des éléments de compréhension, mais aussi qui a démontré pas mal de problèmes, notamment avec la paille et ses jardins mandala. Geoff Lawton qui a eu une approche encore autre, dans un milieu complètement différent, la mer morte. Fukuoka avec son approche de l'agriculture naturelle qui est exceptionnelle. N'étant pas un moine tibétain, je me suis dit il fallait que je développe ma propre technique, que j'acquière mes propres connaissances. Donc moi, ma principale source d'inspiration, c'est les écosystèmes autour de moi. C'est l'observation des écosystèmes. Et j'essaye dans mon jardin de retrouver ces écosystèmes. Donc des zones ensoleillées, des zones ombragées, des zones humides, des zones sèches, des zones avec du vent, des zones abritées. Et en faisant ce mix naturel, finalement, mon encyclopédie, c'est l'observation de la nature. Après, moi, j'ai juste fait une adaptation je prépare mes plants, je viens les mettre dans le jardin, d'autres je laisse en reproduction spontanée. J'ai essayé de trouver ce qui fonctionne le plus possible de manière autonome et ce qui n'est pas possible de manière autonome dans mon milieu, dans mon endroit, parce que ça peut être vrai ailleurs, mais pas chez moi. En fait, je prépare des plants, mais j'essaye de faire de la synergie, donc en ayant recueilli forcément des informations sur quelle plante va avec quelle plante, quelles sont les rotations, de quoi elles ont besoin, non pas pour leur apporter les nutriments, mais pour comprendre quel impact elles vont avoir et quelle conduite à long terme il faut adopter. Ouais, j'ai la chance d'avoir, on m'a demandé d'écrire cet ouvrage, donc chez Contre-Culture, qui va s'appeler Vers l'autonomie alimentaire, guide pratique de permaculture. Dans cet ouvrage, en fait, j'ai voulu plusieurs choses. Déjà, fournir des outils en termes d'association de plantes, donc via des fiches pratiques. Expliquer un petit peu les composantes de ce qui fait que la fertilité est présente dans un lieu. Qu'est-ce qui fait, quels sont les différents éléments qui interviennent dans la fertilité d'un lieu. Mais la permaculture, ça s'inscrit aussi dans un contexte. Donc j'ai voulu, on est en France, on a une histoire. Et moi je voulais regarder aussi ce qui a fonctionné en France. L'expression dit « la France est un jardin », ou plutôt « était un jardin » pour être plus exact. Et moi, j'ai voulu m'inspirer de ce qui se faisait à une époque avant l'avènement du système marchand. Donc je me suis beaucoup renseigné sur l'agriculture traditionnelle française, des fermes autarciques qui faisaient de la polyculture et du polyélevage. Tous ces éléments en interaction, parce qu'on avait un modèle où la productivité était fort intéressante. Et donc je trouverais dommage de balayer tout ce passé, parce qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Et donc moi, mon ouvrage, c'est ça, c'est de contextualiser et de fournir des outils de compréhension et aussi une philosophie pour que les gens regardent un peu avec des yeux d'enfant, qu'ils observent sans essayer d'avoir cette pensée scientifique, mais plutôt d'accepter tout ce qui vient à eux comme un livre ouvert en fait. Moi, ce que j'ai constaté, parce que ça fait quand même 15 ans, un peu plus de 15 ans que je fais de la permaculture, j'ai essayé des choses dans mon jardin qui en fait s'avèrent être des modes et j'ai perdu du temps avec ces trucs-là. J'ai cherché pendant longtemps ce qui pouvait être le fonctionnement le plus proche de la nature et j'ai voulu faire cet ouvrage aussi pour faire gagner du temps aux gens, mais aussi qu'ils aient conscience de ce que c'est que l'autonomie. C'est quoi l'autonomie? De quoi on parle? L'autonomie complète ou l'autonomie partielle juste pour des fruits, des légumes? Est-ce qu'on a le temps pour être sur un lieu autarcique et tout faire? Ça demande des connaissances, ça demande des outils, ça demande du savoir-faire, du savoir-être. Donc j'ai voulu dégrossir un petit peu tout ça pour que les gens aient une vision plus claire de ce que ça représente et non pas se dire je vais faire mon retour à la terre en n'ayant jamais jardiné, en ayant vécu en ville. On ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente. Et quand on se lance dans un projet, parfois on émet toutes ses économies, on quitte son travail. Et si on échoue, ça peut avoir des conséquences terribles, économiquement, mais aussi sur la famille. Cet ouvrage, c'est aussi destiné aux gens qui veulent rechercher l'autonomie pour leur éviter de tomber dans des illusions, pour avoir une vision pragmatique, mais aussi poétique de l'environnement. Via via,
non perderti per niente al mondo. Alors cet ouvrage, ouais, comme je le disais, c'est pour éviter aux gens des écueils qui ils veulent se lancer, voilà, ils recherchent l'autonomie. Donc mon ouvrage s'adresse à tous les gens qui recherchent l'autonomie, mais c'est aussi surtout c'est une démarche philosophique aussi, de comprendre dans quel contexte on évolue, contexte historique, politique aussi, qu'est-ce que permet de faire la permaculture, mais l'autonomie, qu'est-ce que c'est, de quoi c'est composé, et du coup ça peut être des gens qui recherchent complètement à être autonomes sur un lieu, et là ça va leur permettre d'avoir une vision beaucoup plus détaillée de ce que ça recouvre d'être autonome, déjà à quelle échelle. Il y a une compréhension fine à avoir de tous les éléments qui permettent d'être autonome, mais ça peut être aussi tout simplement des gens qui jardinent déjà un petit peu, puis qui veulent aller plus loin en faisant des associations de plantes, il y a tous les outils dedans, ou des gens qui commencent, parce que j'y ai inclus deux mélanges principaux à base, l'un de tomates, l'autre de courgettes. Donc c'est des grandes familles de mélanges qui fonctionnent bien du printemps jusqu'à l'automne. Donc en fait ça reboucle jusqu'à l'année d'après, jusqu'au printemps d'après, avec un type de mélange puis un autre. Parce que ces deux variétés, courgettes et tomates, on ne peut pas les mélanger. Donc j'ai développé des mélanges qui s'enchaînent pour ces deux grandes familles. C'est des légumes d'été extrêmement consommés, assez faciles à faire. Donc en partant de ces plantes majeures, on a tout un tas d'autres plantes qui cohabitent très bien avec. Donc j'ai essayé de pré-mâcher le travail des gens pour qu'ils puissent essayer de suivre un modèle. Et le jardin, c'est pas du papier à musique. Donc il y a forcément un moment où nos cultures, ça va prendre plus de temps pour ceci, ou on aura loupé une culture d'un autre légume. Donc dans ce moment-là, ils auront dans les fiches légumes le détail de qu'est-ce qu'ils peuvent faire à cet endroit-là par rapport à ce qu'il y a autour, mais aussi par rapport à ce qu'il y a eu avant. Donc j'essaye vraiment de couvrir un petit peu tous les cas de figure, mais toujours en essayant d'aller assez profond dans cette analyse et de ne pas se limiter au jardin, mais de tout ce que ça représente. Donc ce moyen aussi d'être indépendant au niveau de nourriture pour pouvoir vivre ses idées, les incarner. C'est principalement à ces gens-là. Donc en fait un petit peu tous les gens qui sentent vraiment que aller au supermarché, c'est pas quelque chose qui est... Il manque quelque chose, on n'a pas une relation à la nourriture qui est cohérente, quoi. On est déconnecté. Donc ça peut être des gens de la campagne, mais des gens de la ville aussi qui veulent aller s'installer à la campagne. Et du coup, là, ils ont quelque chose, voilà, qui est le fruit d'années d'expérience, qui va leur permettre de démarrer avec une base et surtout des outils de compréhension. Ça, c'est le plus important. Alors, c'est pas une recette. Alors, je propose donc un enchaînement de cultures qui va permettre aux gens de commencer. Quand on commence le jardinage, on commence quand il commence à faire beau. Hein. Au premier beau jour, les gens se ruent dans les jardineries parce qu'on a envie d'aller dehors. Et j'ai commencé le cycle de culture à cette période-là, où c'est vraiment les premiers beaux jours, mais on a envie, mais il ne fait pas encore assez chaud. Pour les légumes d'été, on prépare tout ça en amont. Donc tout ça commence à cette période-là, vers mars, avril, les premiers beaux jours. Et puis ça s'enchaîne. Comme ça jusqu'à l'automne, puisque les dernières mises en place se font à l'automne. Et c'est des légumes qui vont rester au jardin jusqu'au printemps d'après. Donc en fait, ça fait un roulement. Et donc ça, c'est assez pratique finalement. Parler de recettes, non, parce que en fonction des endroits, si on est dans le Pas-de-Calais, si on est dans le sud de la France, la saisonnalité n'est pas la même. On ne va pas mettre les mêmes plantes et on ne va pas les mettre au même moment quand on peut faire les mêmes. Donc je dirais c'est le calendrier, les outils, tout ce qui est décrit dedans correspond je dirais à la zone tempérée. Nous on est dans le Grand Ouest ici, ça correspond bien à toute la zone du Grand Ouest. C'est un climat ici qui est semi-océanique. Si on va sur la côte, on va encore avoir des particularités. Si on rentre dans le climat continental, on va encore avoir d'autres particularités. Dans ces cas-là, c'est pareil, il suffit d'observer. Il y a des gens qui jardinent depuis longtemps dans nos villages. C'est peut-être l'occasion d'échanger et de tisser du lien aussi quand on veut s'y mettre. Parce que la permaculture, ça semble révolutionnaire pour plein de gens, mais en fait, c'est jamais qu'une continuité de ce qu'on a déjà fait. Et une approche qui englobe plus de choses. C'est une approche holistique.
Ce qui n'empêche pas de prendre les conseils des anciens. Ils savent à quelle période, souvent ils ont des dictons, à telle date il faut mettre ceci, parce que là, chez nous ça marche bien, bon bah faut essayer, faut communiquer avec eux. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. Ouais, bah, comme je le disais, j'ai perdu du temps moi avec des choses que j'ai vues. Je pense notamment, alors je vais me faire des ennemis, excusez-moi, mais les buts auto-fertiles. Fukuoka en parlait déjà dans ses ouvrages, moi je l'ai testé chez moi. Enfouir du bois qui est censé se décomposer en surface avec juste des feuilles au-dessus. Ce qui décompose le bois a besoin d'oxygène et d'azote et se trouve en surface. Donc si on met du bois qui n'est pas décomposé en profondeur, déjà physiquement il faut creuser, il faut mettre le bois, après il faut faire des couches avec différents matériaux. Pourquoi ces matériaux, pourquoi pas d'autres? Qu'est-ce qui nous fait que c'est judicieux ou pas? En tout cas, on dépense une énergie folle pour mettre en place quelques mètres carrés. Et pour récupérer cette énergie en alimentation, c'est considérable en fait. On dépense l'énergie avant d'en récupérer. Donc ça, moi, clairement, pour moi, c'est une technique qui certes a des résultats, mais si on compte l'énergie qu'on a dépensée, on prend un peu de recul vis-à-vis de tout ça. D'autres choses, par exemple, pour beaucoup de gens, la permaculture égale paille. On ne fait pas de permaculture sans mettre de la paille. Mais sauf que la paille n'a pas poussé sur place. C'est quelque chose qu'on rapporte. On prend dans un champ la paille qui devrait lui revenir et on la met dans notre jardin. Donc c'est très bien en période chaude, l'été, pour éviter que ça crame, les cultures. Le problème, c'est que s'il y a une averse, il va falloir qu'il pleuve beaucoup pour franchir cette couche de paille avant que ça touche le sol. Donc on ne bénéficie pas déjà de l'arrosage si jamais il y a une averse, contrairement à si on avait des petites plantes sauvages qui poussaient, ça irait beaucoup plus facilement au sol. Et en plus, c'est une monoculture de paille. Et si ça reste l'hiver, c'est une nurserie à limaces. Donc au printemps, si on met des plants de salade, ils ne font pas 24 heures, ils se font dégommer, parce que la paille n'est pas digeste pour les escargots et les limaces. Donc on va se faire ravager les plants de légumes, ça devient très 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 compliqué. Sans compter que pour pouvoir faire des semis, comme des semis de carottes par exemple, faut écarter la paille parce que ça gêne. Alors ça, c'est pas la panacée, quoi. Et en plus, on apporte comme nutriment, cette paille qui va se décomposer, on apporte principalement de la silice. Et sauf que le sol, il a besoin de plus que de la silice. Donc quand on a un panaché de plantes sauvages, on a la globalité des éléments. Si en plus on a un apport de déjection animale, là c'est complet. Alors qu'avec la paille, c'est spécifique. Donc on n'est pas dans une démarche naturelle, on est dans une projection de l'esprit humain vers quelque chose de simpliste qui semble miraculeux parce que l'esprit humain en fait cherche tout le temps quelque chose d'un petit peu magique qui va lui faciliter la vie et du coup s'embarque dans des choses qui sont plus faciles à appréhender et c'est pas un reproche, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Mais quand on en revient de ces pratiques, je trouverais dommage de ne pas les partager, ces retours d'expérience. Parce qu'en fait, on perd du temps, tout simplement. Je pense qu'en France, on a une spécificité quand même. Tous les peuples ont des caractéristiques. Et la France, c'est un carrefour culturel. Mais au niveau climatique, c'est vachement varié. Et c'est pas extrême. On a de la pluie, on a des beaux jours, on a quand même un hiver, un automne, un printemps. Et du coup, je me suis dit, faisons une permaculture à la française qui tienne compte de ce qui s'est fait du temps sous l'Ancien Régime, dans les modèles de ferme, dans les métairies, partout dans nos campagnes, parce que c'était un modèle qui était extrêmement efficient. Et je pense notamment à la période du XIIIe siècle sous Saint-Louis, qui était formidable avec les corporations de métiers. C'est l'excellence française. On a eu le plus haut niveau d'artisanat grâce à ces corporations. Et ils avaient une manière de concevoir la politique des échanges économiques qui était guidée vers la recherche d'excellence productive, dans l'intérêt du peuple, mais aussi pour l'épanouissement des artisans. Et c'était vrai aussi au niveau de la paysannerie. Il y avait vraiment quelque chose qui était hyper efficace. Pas sans effort, hein. L'époque était ce qu'elle était. Hein. Mais en attendant, en termes d'organisation de société, je pense que la Révolution française a fait beaucoup de dégâts. C'était l'avènement de l'ordre marchand. Et peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qui s'est fait
non pas pour faire du mimétisme, mimétisme c'est pour les écosystèmes, mais pour avoir ce génie français qui est de dire on va bâtir sur des fondations solides. Trouvons les bonnes fondations et recréons un nouveau monde, quoi, tout simplement, en s'appuyant sur ce qui a fonctionné, mais en apportant de la modernité aussi. Donc voilà, c'est aussi ça cet ouvrage. Étudier ce qui a fonctionné dans le passé, montrer des exemples de gens incroyables qui nous ont montré une autre voie, et à partir de ça, en fait, semer les graines de notre avenir, tout simplement. Chi-boum, chi-boum, boum. Do-do-do-do-do, chi-boum, chi-boum, boum. Do-do-do-do-do.